Ah bah voilà, on commence un podcast comme d'habitude avec le Ouais. sourire. John, Paul Dena nous a inspiré. Paul Dena nous a inspiré à traiter d'un sujet, le sujet de ce qu'on va appeler en anglais single focus, donc le fait d'être concentré sur un seul objectif et se donner tous les moyens pour l'atteindre. Est-ce bénéfique ou est-ce plutôt intéressant de se concentrer sur plusieurs choses à la fois, mais peut-être avec une priorité sur un autre objectif? C'est tout le sujet de notre podcast après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. John, on a triché. On a un tout petit peu parlé, genre une minute avant de lancer le podcast. Tu as fait tes recherches, mais tu voulais me lancer toi sur une question. Ouais, du coup, je voulais te demander, comme tu l'as dit, c'est Paul Dena qui nous a inspiré. En fait, j'ai vu une vidéo que je trouvais super intéressante, où il se confie, il explique, pour ceux qui savent pas, parce que peut-être que tout le monde connaît pas Paul Dena, mais en France, normalement, il est assez connu. Paul Dena est un combattant amateur, je crois qu'il a fait ses débuts professionnels là maintenant. À vérifier, mais je pense qu'il fait ses débuts professionnels là bientôt. Et il expliquait qu'en fait, après une défaite, je crois qu'il avait perdu, si je me rappelle bien, contre un ami à lui. Je crois que j'avais vu, c'était pendant les IMAF. Pendant les images, c'est tout à ça. fait. Et en fait, j'ai vu le combat en live, je me rappelle, mais je pense que c'est juste après ce combat-là, mais je sais pas s'il y en a eu un entre, où il expliquait qu'il avait vraiment essayé de dédier sa vie au MMA et que il a fait la méthode single focus. Enfin, il y en a qui l'appellent de manière différente, mais c'est vraiment de mettre toutes ses billes dans un même panier et de dire voilà, moi je vais me focaliser que là-dessus. Et en fait, il expliquait qu'il avait eu des moments difficiles et je trouvais ça super intéressant comme sujet. Et je trouvais qu'il était beaucoup plus large que juste le MMA de manière générale. Je pense qu'il y a moyen de l'appliquer pour plein de choses. Ça peut être pour le travail, pour ta famille, pour ce que tu veux. Comment ça se passe quand tu mets un single focus sur quelque chose? Est-ce que c'est bénéfique ou pas? Et on a été faire quelques petites recherches et voilà. Donc voilà. Donc je vais d'abord t'expliquer un petit peu avant de commencer, avant de te demander ton avis. Donc on va parler de deux choses, mais pour avoir le même vocabulaire. On va parler de la méthode single focus, c'est-à-dire se concentrer sur une seule chose, mais bon, c'est moins bien en français, donc c'est pour ça qu'on dit single focus. Désolé pour les Français qui n'aiment pas les anglicismes. Du coup, donc single focus, ce sera cette méthode-là, c'est-à-dire, je vais bien donner la définition, c'est l'utilisation de toutes les ressources mentales, physiques et émotionnelles à une seule activité. Donc voilà, comme ça, on parle de la même chose et on sait de quoi on parle. La deuxième chose, donc la deuxième méthode, on va parler d'une méthode plus holistique. Holistique, c'est cette manière de voir les choses qui sont beaucoup plus globales. Donc ta vie dans son ensemble et pas tout concentrer juste sur le sport. Tu peux, par exemple, avoir d'autres passions, ta femme, enfin, je parle pas de ta passion, ta femme, t'as compris, mais deux choses. Ouais. Mais il en parle dans sa vidéo justement, et on pourra peut-être faire un crochet là-dessus sur le fait qu'il comprend pas comment des Conor McGregor, des Dustin Poirier ont réussi à être très performants dans le sport tout en ayant une meuf. Et là, toute la distinction, c'est pas une meuf qu'ils ont, c'est leur femme. Ouais. Mais on en parlera peut-être plus tard dans le podcast. Mais je voulais pas qu'on dise passion femme et ça veut dire tromper ta femme. Enfin voilà, donc. Ah ok. J'ai même pas fait le lien. Fidèle comme je suis, j'ai pas fait le lien. Très bien. Donc du coup. J'ai fait quelques petites recherches et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc on va en parler, je vais bien l'expliquer. Mais avant ça, donc on s'est pas concerté. Je voulais savoir qu'est-ce que toi tu penses, qu'est-ce que tu penses si tu avais un combattant, un jeune combattant qui débute et qui a vraiment envie d'aller loin dans ce sport, qu'est-ce que tu lui recommanderais ou qu'est-ce que tu ferais si tu étais ce combattant? Alors je suis pas la bonne personne à laquelle demander parce que moi j'ai toujours cette vision très individualiste. Je pense que pour certaines personnes ça peut fonctionner, pour d'autres personnes ça ne fonctionnera absolument pas. Et ça me permet peut-être de faire une petite parenthèse sur les études. Quand il y a des études qui sortent sur un sujet ou sur une méthode ou quoi, ce genre de choses, l'étude a été réalisée sur un groupe et à moins que tes résultats c'est 100%. A priori, j'invente s'il y a une étude qui dit 89% des gens ont bien réagi au single focus par rapport à la vision plus holistique pour atteindre leurs objectifs et que tu y crois, que se passe-t-il si tu fais partie des 11% pour lesquels ça n'a pas fonctionné? Et donc ici, si moi je dois donner un conseil, c'est pareil pour la nutrition, pour le fitness. Quand des gens viennent me demander des conseils, déjà dans un milieu dans lequel je suis pas à 100% un expert,
j'ai toujours leur répondre, teste. La pratique vaut mieux que la théorie. Personnellement, si je dois répondre pour moi, je sais que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire une seule chose sur une période prolongée et garder cette motivation, garder cette discipline sur très 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 longtemps. Donc moi, j'ai le besoin de varier mes activités dans la vie pour pouvoir être plus performant dans l'atteinte d'un objectif. Donc moi, j'ai plus cette vision, on va dire, holistique, mais avec un objectif sur lequel je mets davantage une priorité, si tu vois ce que je veux dire. Donc, et je pense que ça fonctionne mieux pour une majorité de la population. Maintenant, il y a beaucoup d'exemples certainement de personnes qui ont fait la mentalité entrepreneuriale américaine de je coupe tout pendant 6 mois, je vais plus aux anniversaires, je fête pas Noël avec ma famille, je sors plus, je reste chez moi, je reste concentré sur mon objectif, je coupe mon téléphone pour travailler, et ça a certainement fonctionné pour eux. Mais c'est pas un conseil que je donnerais à tout le monde et n'importe qui. Ouais. Bah, du coup, ici, ce que j'ai essayé de faire, c'est plutôt que de donner une opinion, comme on peut parfois le donner d'avant combat et de dire voilà ce qu'on sent, etc. J'ai juste voulu prendre des études qui sont sorties. À chaque fois, je vais les mentionner. Je le fais juste par respect pour les personnes pour qui les sources ont de l'importance, pour pas dire ah oui, voilà, j'ai entendu que ou à une conférence. Non, je vais à chaque fois nommer, dire voilà, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller les chercher là-bas. Donc en fait, je vais donner à chaque fois les avantages et les inconvénients de chaque méthode et expliquer qu'est-ce qui se passe de manière concrète et avec des études qui étaient plus ou moins récentes. Il y en a qui sont un petit peu plus anciennes, d'autres qui sont plus récentes. Donc la première chose, je vais aussi donner des exemples, donc particulièrement liés au MMA. On pourrait l'appliquer par exemple au football avec Ronaldo, avec d'autres personnes, etc. Mais je trouvais que c'était plus intéressant, vu on parle de MMA, de le faire sur le MMA. Donc la première, sur le single focus, un exemple qui a été très parlant, c'est celui qu'on connaît tous, mon combattant préféré hors activité, c'est GSP. GSP qui, pour ceux qui le savent pas, enfin voilà, le MMA, encore maintenant, il est une discipline incroyable, mais à l'époque, c'était vraiment sa vie. Enfin, il faisait que ça. Il y a certaines histoires qui racontent qu'il partait du Canada pour aller aux États-Unis et qu'il mettait 3 heures aller, 3 heures retour et qu'en fait, il bouffait que ça. Et il roulait derrière un camion pour moins utiliser d'essence pour que ce soit moins cher les trajets, etc. Ça, c'est le détail que je connaissais pas, mais voilà. Ouais. Donc, on le sait, c'est vraiment quelqu'un qui en a bouffé matin, midi et soir et qui, je crois, qui encore maintenant est passionné malgré le fait qu'il combatte plus. C'est quelqu'un qui est toujours à la recherche de plus et on a vu où ça l'a amené. C'est quelqu'un qui est extrêmement, pour moi, qui est le GOAT ou parmi les GOAT. Donc du coup, les avantages, c'est que il y a eu une étude. Donc la première que je vais mentionner, c'est une étude qui a été faite en 1993 par un gars qui s'appelle Erickson. Je vais mentionner le nom en anglais, mais c'est The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance. Et ça, c'est vraiment important. Donc je traduis. Donc le rôle de la pratique délibérée dans l'acquisition de la performance de manière experte. Donc si tu veux être expert. C'est important de pouvoir faire une distinction. Et là, je renvoie à un autre truc, c'est que si vous voulez être bon dans quelque chose, il y a le single focus. Ça veut pas dire je vais faire que ça et me concentrer que là-dessus. Il y a même une manière plus importante qui est l'attention que tu portes à cette chose. Donc, je vais le diviser en plusieurs éléments. La première, c'est ne pas avoir d'autres distractions, c'est-à-dire avoir ta copine, avoir d'autres choses. C'est le single focus. Mais il faut rajouter des éléments qui sont plus précis, qui sont tu dois te concentrer sur une tâche et ne pas être distrait par d'autres choses. C'est-à-dire que si tu vas prendre le piano, mais qu'en même temps tu regardes ton téléphone de temps en temps pour voir si tu as un message, c'est pas tu n'as pas une pratique délibérée. Ta pratique délibérée, c'est que tu dois mettre tout ton focus et te concentrer que là-dessus. Et lorsque tu arrives à atteindre, il y en a qui l'ont déjà ressenti, c'est une sorte de flow où le temps, c'est une bulle en fait. C'est un peu comme quand tu peins. Il y en a qui l'ont surtout dans une partie artistique par exemple, ils le ressentent, ils créent de la musique, ils sont dans une bulle. En transe, voilà, tu sens que tu es vraiment en train de ressentir que ça, d'être dans le présent et d'habitude le temps passe extrêmement vite. Et en fait, ils ont remarqué que ça se divise en différentes parties. La première, c'est si tu veux être bon, mais pas expert. Il y a un TED qui en parle que je recommande vraiment. C'est un TED qui dit qu'en fait... Avec le ukulélé. Ouais, exactement, c'est celui-là. Ouais, il est incroyable celui-là. Donc c'est un gars, pardon, là, j'ai plus son nom. Donc en fait, il explique qu'il est possible d'être bon dans n'importe quelle discipline en faisant, je crois que c'est 20 heures délibérées. Donc délibéré, c'est-à-dire où c'est la concentration extrême là-dessus.
Et il montre que c'est possible de le faire avec des langues. Je sais que tu recherches là-dessus, donc je continue. Donc, Ouais, vas-y, je ouais, pas t'écoute de en souci. même temps. Donc, c'est possible d'apprendre des langues. Où lui, il donne l'exemple du ukulélé qu'il avait envie d'apprendre. C'est Josh, c'est Josh C'est ça. Kaufman. D'ailleurs, le gars, je pense que maintenant, il est devenu, il a vendu des best-sellers, etc. Enfin, c'est pas n'importe qui, le gars. 39 millions de vues sur Oui, 11 c'est ans. ça, plus que Ça a été pour le sorti TED, ouais, il y a c'est 11 ça. ans. Ouais. Et donc, en fait, il Ouais. explique, et il le fait en live, il explique qu'il a fait pendant 19 heures, je pense, 19h30, une pratique délibérée, et donc, il montre le résultat de comment est-ce qu'il peut apprendre à jouer un instrument. Et en fait, pour être meilleur que je sais plus quel pourcentage, mais quelque chose de vraiment significatif, je crois que c'est au-dessus des 80 ou 90% des gens, il suffit de faire 20 heures quelque chose et de le faire à fond pendant 20 heures. Même une langue, c'est suffisant pour pouvoir avoir des bases. Le problème, c'est qu'à l'école, on te donne une heure où tu fais pas très attention, puis tu le pratiques pas vraiment, et donc tu écoutes un peu le prof, c'est pas délibéré. Donc, 20 heures de concentration. Pour être un expert, on calcule qu'il faut 10 000 heures. Et 10 000 heures, Ouais. c'est, voilà, là, à partir de ce moment-là, tu deviens expert dans ton champ, dans ton champ d'expertise, du coup. Mais il y a une étude qui a suivi celle-là, qui était en 2007, donc 14 ans plus tard, qui a été faite sur le risque de la spécialisation précoce. Et ça, c'est super intéressant. Donc, il y a beaucoup de parents qui disent, voilà, j'aimerais bien que mon fils soit champion de football. Et donc, ils le mettent au football et ils lui font faire de la pratique délibérée. Il n'y a pas de téléphone, tu te concentres que là-dessus et tu fais ça énormément et tu drilles. Il va y avoir des résultats qui vont être très intéressants avec ces enfants, mais c'est le dernier élément des 3 éléments dont je voulais parler, c'est la gamification. La gamification, c'est un élément ultra important pour pouvoir apprendre une pratique. C'est si tu considères que ce que tu fais, tu en ressors avec du plaisir ou que tu le considères comme un jeu, ça change tout. Ça change, Ouais. ta capacité d'enseignement est décuplée. Donc, ils ont remarqué qu'en fait, à partir du moment où certaines personnes ne considèrent plus ce qu'ils font comme étant quelque chose avec lequel ils prennent du plaisir, mais que ce n'est que, parfois il y a des moments où c'est compliqué, mais que de la souffrance, alors le taux d'apprentissage est diminué. Et il y a des risques liés à ça. Donc en fait, en Belgique, je vais donner un exemple, pas parce qu'il y a des Français et le SOM, etc., mais on a remarqué que, pour revenir au foot, en fait, c'était étonnant de voir qu'en Belgique, alors qu'il n'y a que 10 millions, enfin 11 millions de personnes qui habitent ici, on avait quand même des résultats pendant un moment où on était assez haut dans le football mondial. Alors, on se demandait pourquoi. En fait, ils avaient remarqué que les jeunes avaient certaines difficultés lorsqu'il y avait le sentiment de compétition et ils ne prenaient plus plaisir à jouer. Donc, ils ont mis certaines règles en place. Donc, par exemple, ils ont fait des terrains plus petits avec plus de joueurs qui puissent toucher la balle pour ne pas que ce soit toujours les mêmes sur un grand terrain. Donc, ils faisaient plutôt des 5 contre 5 ou plutôt que des 11 contre 11. Et ils ne comptaient pas les points. Bon, c'est très bizarre, c'est très très bizarre, mais ils disaient non, écoute, tu marques, il n'y a pas de ah oui, c'est tel ou tel score, parce que sinon ils sentaient une pression. Et en fait, avec ça, il y a eu une dynamique qui s'est créée où il y avait de nouveau de la gamification. Donc, ils sentaient de nouveau qu'ils étaient en train de jouer et les résultats ont été au rendez-vous. Bon, on a perdu contre la France, je le rappelle, ça va. Mais c'était quand même assez exceptionnel pour un si petit pays d'avoir des résultats aussi probants. Donc, du coup, pour revenir à tout ça, la partie single focus, elle est intéressante lorsque tu te focalises que sur une chose pendant un certain temps. Et surtout que tu le fais de manière ludique. Si tu le fais d'une autre manière, tu vas pas avoir les mêmes résultats. Jusqu'à présent, je sais pas si tu suis, mais sur la deuxième partie. Je disais ouais à fond parce que moi je suis totalement pour l'apprentissage par un côté ludique. Je crois que si tu arrives, c'est toujours ça qu'on dit sur ce que tu dois faire sur du long terme. Si t'as pas de fun dedans, tu vas vers un burn-out, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sportif, au niveau personnel. Il faut t'amuser dans le chemin vers tes objectifs. C'est ça. Ouais. Bah du coup, sur la deuxième partie, en fait, je vais pondérer ta réponse. C'est oui et non. Ça dépend de tes objectifs et à quel moment est-ce que tu fais partie de ta vie. La réponse, elle est plutôt là. Donc, je vais reprendre la partie plus holistique et je vais donner d'autres exemples. Donc, on avait parlé de GSP, mais il y a d'autres personnes qui sont plus connues pour pouvoir avoir une vie qui est plus épanouie avec d'autres choses sur le côté. Donc, par exemple, on avait Silva. Ouais, John Jones faire des accidents de voiture, ce genre de trucs. Voilà, il avait besoin de tout ça, tu vois. Donc, il y a Silva, il y avait
Bon, il y en a d'autres, qui sont un peu moins connus, mais par exemple Talbot, on le sait, il a d'autres choses sur le côté. Et, il est assez épanoui avec le skateboard, pole dance, et tout ça. Donc du coup, là, Mighty Mouse, hein, qui a bien réussi et qui a un gamer sur le côté. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc en fait, là, en fait, il y a d'autres études qui sont sorties, dont une, je sais pas si c'est du même gars, je ne pense pas du tout, de Gustafsson. Gustafsson, qui est une étude qui est sortie en 2008. Je pense pas du tout que c'est lui. C'est aussi un Suédois. C'est pas le seul à avoir sorti l'étude, mais le nom principal qui est sorti sur l'étude, c'est Gustafsson. Et donc, si je traduis, c'est une étude qualitative sur le burn-out de l'élite suédoise parmi les athlètes. Donc, ils ont pris des gens qui ont été aux Jeux Olympiques, les Suédois, et ils ont remarqué qu'il y avait quand même pas mal de burn-out. Et ils se demandaient si c'était intrinsèque, qui faisait partie de la pratique du sport, ou s'il y avait des éléments qui sont externes. Et le résultat est venu, en fait, il y avait énormément de burn-out parce qu'il n'y avait pas d'équilibre dans leur vie. Donc, lorsqu'une personne fait quelque chose de manière répétée pendant longtemps, s'il n'y a pas d'équilibre, c'est-à-dire on a parlé d'holistique, donc en fait, c'est une sorte de tuyau. Donc, s'il y a 4 tuyaux, ça, c'est le sport et qui font que sur le sport, mais qui mettent pas beaucoup d'énergie dans la famille, les amis, les hobbies, etc. En fait, ils vont pouvoir performer pendant un certain temps, et ça dépend pour les gens, parfois c'est longtemps, parfois non, de manière beaucoup mieux que si jamais ils l'avaient fait d'une autre manière. Mais par contre, après un certain temps, il y a un burn-out qui a l'effet inverse, qui en fait diminue la pratique, augmente le niveau de blessure et aussi le niveau de burn-out. Et en fait, ça diminue la capacité à être résilient par rapport à des problèmes. Donc, par exemple, vous perdez un combat, alors que c'est votre vie, ça va avoir un impact beaucoup plus important que si jamais il y a d'autres choses qui se passent bien dans votre vie et vous dites bon, j'ai perdu un combat, mais ça se passe bien. Donc en fait, pour schématiser, désolé, c'était vraiment long, mais c'était vraiment pour expliquer tout ce que j'avais. En fait, pour schématiser, si jamais vous êtes jeune et que vous pouvez vous permettre de vous focaliser que sur une seule chose parce que vous n'avez pas de femme, pas d'enfant, etc., et que vous dites bon, j'ai vraiment envie d'être extrêmement bon. Pendant une certaine période, ça vaut la peine de faire du single focus, de se dire je vais tout mettre là-dedans. Mais à partir d'un certain moment, si vous sentez que ça va pas mentalement, vous avez des soucis, etc., ça vaut la peine de rééquilibrer votre vie parce que sinon vous n'allez pas tenir la distance et alors ça va avoir l'effet inverse. Plus tard dans votre vie, si vous voulez durer et avoir des résultats qui sont plus intéressants, une fois que vous avez toute votre expérience, etc., vous pouvez voir les choses d'une manière différente et alors se dire, OK, je vais voir les choses de manière plus holistique pour pouvoir performer dans la durée. Donc voilà, ça c'est le résultat complet de toutes les recherches. Et je trouvais ça super intéressant parce que dans le cas de Paul Dena, pour revenir à ce qu'il avait fait, je pense que c'était intéressant quand il avait commencé de se dire, et je crois que c'est pour ça que les gens l'appréciaient, c'est de se dire, les gars, je suis personne. Personne me connaît, mais j'ai envie de montrer ce que c'est que quand quelqu'un se donne vraiment à fond et d'avoir cette mentalité. Ah, il y a la partie optimiste aussi. Très important, c'est de partir avec un esprit optimiste. Ça change la performance. Donc, il avait tout pour pouvoir montrer le résultat. Mais le problème, c'est que si jamais il y a un moment, une défaite qui vient, bah, ça l'impacte beaucoup plus à lui que ça impacterait d'autres personnes. Et en fait, au final, dans ces moments-là, c'est mieux de pouvoir avoir un rééquilibrage peut-être temporaire et de se dire, OK, là, il faudrait que je puisse me concentrer un petit peu plus sur d'autres aspects de ma vie pour pouvoir rééquilibrer. Une fois que je suis bien mentalement de nouveau ou physiquement ou n'importe, surtout mentalement, de revenir peut-être dans le single focus progressivement et de se dire, OK, là, maintenant, je vais de nouveau le faire et essayer d'avoir les résultats escomptés. Moi, il y a deux éléments que j'ai bien aimé dans ton long monologue. C'est la question de tous les œufs dans le même panier quand tu fais le single focus. Et toi, tu mets une qualité qui est importante pour que ça fonctionne bien, c'est l'optimisme. Et j'ai envie d'ajouter à ça la force mentale et la confiance en soi. Quand tu as tous les œufs dans le même panier, tu fais tomber ce panier, tous tes œufs sont pétés. En MMA particulièrement, parce que si tu as une défaite, donc si tu échoues en MMA, tu peux pas te rattraper 4 jours après. T'as 2 mois où tu traînes mentalement avec ta défaite et si tu n'as que ça, si tu n'as que ce focus, que cet objectif, tu peux te rattraper que à ça. Et donc pendant 2 mois, t'es sur un échec de ton seul objectif. Je crois que c'est assez difficile à vivre. Donc respect à ceux qui font du single focus en MMA parce que cette force mentale et cette confiance qui est absolument nécessaire, parce que je pense que tu en parlais. Tu disais quand t'as un single focus, tu risques au moment d'échouer de tout lâcher.
de partir en dépression et de carrément arrêter et lâcher grab. Donc la confiance en soi, le trust de process, comme on dit, faire confiance au process et considérer que cette défaite, ça faisait partie d'un obstacle, que c'était nécessaire pour ta progression. Je crois que ça c'est difficile. Et donc t'as un genre de pression qui, selon moi, peut être positif. Quand t'es pas en single focus, mentalement, tu peux plus facilement craquer, je pense, en disant au pire, je perds, je rentre chez moi, j'ai ma famille est plus importante. Et c'est un genre de filet de sécurité qui peut peut-être moins te pousser à mettre en place toutes les choses pour réussir. Alors que quand tu es en single focus, et que c'est ça où tu es j'exagère, mais pour certains, c'est le cas. C'est ça où tu es à la rue. Ouais. Et ça te donne peut-être cette énergie supplémentaire à l'entraînement, dans le combat, pour sortir d'une soumission, alors que certains pourraient taper à ce moment-là. Et donc, je pense encore une fois qu'il faut être capable de tirer bénéfice de la situation que tu choisis. Et la situation que tu choisis, je vais prendre le mot équilibre que tu as utilisé tout à l'heure. Pour moi, c'est la clé. Si tu trouves l'équilibre dans un single focus, la question se pose pas. C'est ça qui sera le plus efficace pour toi. Et dans le cas contraire, il faut que tu sois capable de trouver un équilibre, mais en mettant évidemment une priorité sur ton objectif, parce que quand tu penses que ton objectif dans une vie holistique est le même que l'objectif d'un autre qui est en single focus, tu as quand même intérêt à mettre une grosse priorité, parce que le gars va travailler plus que toi, et donc il faut vraiment être optimal dans ta mentalité de je fais des choses à côté. Ouais, moi je rajouterais un petit truc, c'est que j'ai l'impression que je parle de à talent égal, hein. Donc si tu prends deux personnes à qui tu donnes les mêmes compétences, donc pas qui ont un reach, on va dire qui ont le même reach, qui ont la même le même style de corps, enfin tout ce que tu veux, je pense que à court terme et au départ, ça va vraiment favoriser la personne qui fait le single focus. Parce que comme tu le dis, il va y avoir certaines situations où tu seras prêt à vraiment tout donner ou à tout lâcher en disant je m'en fous, j'ai que ça, j'y vais à fond. Ou d'autres personnes, comme tu le disais, vont se dire bon ok, ça va, je peux me refaire et je peux repartir. Ce qui est bon sur le long terme, mais sur le court terme, je crois qu'il y a une force qui est vraiment incroyable. Et je t'avoue que j'aimerais vraiment un jour qu'on parle un peu de Paul Dena, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce qu'il fait. Pas dans le sens que eux-mêmes le font, mais qui aiment ces valeurs de se dire de l'abnégation, l'optimisme, la détermination, avoir des difficultés et revenir, tu vois. Moi, je trouve que c'est super intéressant. D'ailleurs, j'aimerais bien un jour l'interviewer, parce qu'il y a certains trucs que je crois qu'ils peuvent aider d'autres personnes. C'est pas un combattant qui est arrivé encore ni à l'UFC ni quoi que ce soit, mais par contre, son parcours, je le trouve inspirant, parce que c'est monsieur et madame tout le monde, tu vois. C'est pas quelqu'un que tu dis, voilà, il faisait, c'est Alex Pereira, il faisait j'ai tape de gauche, j'étais d'or, non, tu vois. Non, c'est un gars qui a réussi en utilisant surtout l'autre partie qui est la mise en avant grâce aux réseaux sociaux. Je sais que c'est très fort critiqué, mais je trouve ça très malin. Le gars a plus de visibilité que Nassourdine Imavov. Enfin, faut juste dire ça de ce qu'il produit lui-même, bien sûr, pas ce que l'UFC met en avant, mais je dis juste de ce qu'il produit lui-même, c'est vraiment super intéressant. Et donc, ce qui fait qu'il arrive à avoir l'attention de certaines personnes comme nous, qui au départ vont pas s'intéresser vraiment à la carrière de quelqu'un qui n'a pas encore réussi une médaille, par exemple. Qui n'est pas encore pro. Qui n'est pas encore pro, voilà. Mais par contre, je trouve ça tellement intéressant, parce que il doit y avoir énormément de gens qui suivent cette chaîne, qui ont envie de se professionnaliser, qui ont envie d'aller plus loin, et d'avoir son insight sur sa mentalité, etc. Je trouve ça vraiment très très cool, et donc un jour je le félicite. En fait, je vais pas dire le problème aujourd'hui, mais le réflexe, on va dire, de tout le monde qui utilise des réseaux sociaux, c'est de commencer à poster quand tu es déjà très bon dans quelque chose. Tu racontes pas ton histoire à partir de day one. Tu commences à raconter ton histoire beaucoup plus longtemps. On a eu la chance d'interviewer l'autre Jonathan. Ouais. Il y a quelques mois là, qui lui aussi, il avait juste posté sur Instagram son tout premier jab, et puis il a posté toute sa progression en boxe anglaise, et aujourd'hui il a, je sais plus, plusieurs millions de followers, dont McGregor, dont John Jones, dont Ngannou, maintenant il travaille pour la WBC. On parle de boxe, parce que c'est un gars qui postait des tutos sur la boxe, mais qui sont tellement pédagogiques. Il fait un peu comme Kabila, mais il parle pas, et on savait pas du tout, il parle tellement pas qu'on savait pas qu'il était ici, qu'il est belge. Et on l'a croisé dans un gym, on se dit, mais attends, mais 2 secondes, on va t'interviewer, parce que c'était super intéressant. Et c'est pas la partie qu'on veut mettre le plus en avant sur cette chaîne, mais on veut juste expliquer à quel point c'est primordial de pouvoir utiliser cet outil
qui peut accélérer une carrière. Et on le voit tellement de fois, genre des personnes qui ont plus de visibilité que d'autres, comme Paddy par exemple, qui ont plus de visibilité que j'en sais rien, qu'un canonnier, alors que canonnier, son palmarès est 10 fois plus impressionnant que celui de Paddy. Ouais, après, il faut aussi noter, que ça représente un effort. Clairement, ça représente des heures de travail, de pouvoir exposer le backstage, les insights, c'est le temps de prendre ton téléphone. Lui, il fait des montages de dingue en plus. Tout le monde n'a pas cette capacité aussi à se filmer en selfie dans la rue. Certains ont une certaine timidité. Moi, c'est pas mon style, par exemple. Je me sens incapable de faire ça. Donc voilà, c'est peut-être réservé à des gens qui osent le faire. Mais bon, il y a d'autres moyens de le faire. C'est vrai qu'il se filme pas mal chez lui et ça reste des parties très intéressantes aussi. Ouais. Et comme tu dis, je trouve ça inspirant parce que tu as vraiment l'histoire de monsieur, madame, tout le monde qui a un objectif en dehors des objectifs classiques de monsieur, madame, tout le monde. Et on est en train de le suivre semaine par semaine. Ouais. Et c'est motivant et je trouve ça cool parce qu'en fait, quand tu suis des personnes qui ont déjà réussi quelque chose, le pas pour atteindre là où ils en sont à partir du moment où ils communiquent te paraît inatteignable. Alors que si tu suis un Paul Denard, c'est inspirant parce que tu suis ses débuts, tu es au même niveau que lui par rapport à ton objectif. Si ton objectif, j'en sais rien, c'est de lancer une start-up ou peu importe, quand tu commences quelque chose, t'es mauvais. C'est ça. Tu peux pas être fort au début et c'est pour ça que j'aimais bien le fait que tu reprennes le TED Talk. 20 heures. 20 heures de vraie dédication, donc 100% pas de distraction. Et tu deviens déjà bon, meilleur que 80% de la population sur cette tâche-là. Et après, évidemment, je pense que quand tu es bon, c'est plus chouette de faire quelque chose que quand tu es mauvais. Et donc, 20 heures d'effort, c'est un mi-temps en Belgique. C'est un mi-temps, une semaine en Belgique, c'est rien du tout. En soi, hein, c'est pour relativiser. Non, c'est ça. Non, je suis tout à fait d'accord. Je trouvais ce sujet vraiment super intéressant à creuser parce que moi, je suis plus de l'école du single focus. Quand j'ai un truc, je me mets à fond dedans et j'oublie tout. Et ça m'a porté préjudice à certains moments d'un point de vue relationnel, amical, copine, etc. J'ai déjà mis des relations sur le côté pour certains objectifs, décider de tout quitter pour partir et faire mes trucs. Ça a marché, mais par contre, c'est vrai que quand tu as un moment difficile, c'est très difficile. Parce que tu te sens extrêmement seul, tu vois. Tu te sens vraiment très seul. Donc, ouais, je crois que pour résumer tout ça, je trouve que c'est vraiment bien si tu es jeune de commencer par le single focus et de vraiment te mettre à fond. Et puis petit à petit, essayer de trouver ton équilibre et de voir à partir de quand est-ce que tu migres un peu plus vers la partie plus holistique. Et parce que je vois pas un gars comme Dustin Poirier, de nouveau, enfin je crois que c'est même pas nécessaire, tu vois, de se mettre dans un single focus, de dire je vois plus ma aujourd'hui, etc. Il est dans une autre étape de sa vie et tant mieux pour lui, quoi. Et l'avantage, là je parle MMA parce que je pense qu'il y a d'autres. Lancer une startup, c'est différent parce que lancer une startup, tu peux littéralement travailler 15 heures par jour pour faire avancer ton projet. Le MMA, tu peux pas t'entraîner 15 heures sur ta journée. Donc le single focus MMA, il y a peut-être quand même une contrepartie à ça, c'est que si tu fais que te concentrer sur le MMA, pendant que tu t'entraînes pas, ça veut dire que tu continues à penser MMA et c'est là où tu es face à toi-même, tu vas faire face à beaucoup de doutes. Alors que voilà, te permettre de temps en temps quelques distractions, ça peut quand même te servir à vraiment relaxer, à déstresser. Donc je pense que c'est un avantage en MMA parce que ton single focus peut quand même être légèrement déséquilibré par d'autres activités un peu plus relaxantes. Et à la limite, on peut faire peut-être ce crochet sur les relations quand tu fais du single focus. Parce que moi, personnellement, lui, dans sa vidéo, il parle de meuf, tu vois. Alors forcément, choper une meuf ou trouver ta femme, il y a une énorme différence. Si c'est Nina Drama, je crois que ça fait. Mais ça c'est que mon avis. Je pense que une femme mature, intelligente, investit dans un homme. Elle regarde pas qui il est maintenant. Elle sait deviner le potentiel de cette personne. Tu parles de la femme d'Ian Gary là, non? Je savais qu'on allait faire un crochet dessus. Je savais qu'il allait y avoir une blague dessus. Non, on va pas parler de ça parce que moi, je les connais personnellement et je les apprécie tous les deux. Juste pour faire une petite blague. mais elle est bien jouée. Elle est bien jouée. Je te l'accorde. Je pense qu'une femme investit dans le potentiel d'un homme et elle regarde pas uniquement le présent, elle regarde surtout le futur. Quand tu veux développer une relation avec quelqu'un, c'est pas maintenant, c'est sur du long terme et c'est est-ce que dans 10 ans, ce gars-là vaut toujours la peine. Et justement, à l'inverse, est-ce qu'aujourd'hui, il vaut la peine, mais dans 10 ans, il vaut pas la peine? Voilà.
Et je pense qu'il y a 3 choses qui sont très attirantes chez un homme. Ça, j'ai entendu dans un podcast, donc je vais pas m'auto-créditer pour ça, mais j'étais totalement d'accord avec ça. C'est un homme qui a confiance en lui, qui est confortable dans sa personnalité, dans sa propre peau. Quelqu'un qui sait où il va, donc qui a un objectif, comme Paul Dena, et quelqu'un qui est capable de s'amuser sur le trajet vers cet objectif. C'est vrai, ouais. Si tu as ces 3 éléments-là, le physique a plus aucune importance pour une vraie femme. Non, je te crois. En fait, le truc, j'avais, pour terminer avec les références, parce que je crois que vous avez remarqué, on aime quand même pas mal tout ce qui est conférences et puis articles, etc. Il y en avait un qui expliquait que c'est aussi un TED sur, je crois qu'on en a déjà parlé dans un des podcasts, sur l'importance des relations dans la vie. Et en fait, il expliquait que le facteur numéro 1 du bonheur, c'était la qualité des relations. C'est pas l'argent, c'est pas. Donc ils ont nombré, donc tu as 8 choses qui contribuent au bonheur. Avoir un objectif. C'est un TED Talk ou alors c'est ton Storypal, ça? Non, c'est ce que tu dis dans ton Storypal. Tu te rappelles, voilà. Ouais, j'ai une bonne mémoire. Bon, bien sûr, il y a la source qui apparaît en bas quand je le mentionne. Mais en gros, t'as 8 choses qui contribuent à ton bonheur. Bon là, sinon ça va être un autre podcast. Mais parmi les 8, t'as le numéro 1, le facteur numéro 1, c'est la qualité des relations. Et donc je pense que c'est connu, tu es la somme des personnes qui t'entourent. Et donc je pense que si ça se passe si bien, par exemple pour Manon, bah c'est parce qu'elle est très bien entourée, tu vois. C'est beaucoup plus facile parce qu'ils ont le même écosystème et donc qui permettent de s'entraider à des moments où je suis pas très motivé, je vais t'aider, etc. Et puis quand aussi comprendre ce par quoi passe l'autre. Quand tu as une défaite, si tu étais toi-même combattant et que tu sais ce que c'est qu'une défaite, ou à l'inverse, si ça se passe super bien et que tu dis non, attends, redescends sur terre parce que tu sais que ça peut amener d'autres choses, enfin, tu vois. Je crois que ça aide beaucoup. Et donc, je crois que quand il fait référence au couple, c'est plus au couple de la manière personne désintéressée par ce que lui fait, qui lui prendrait du temps par rapport à ses objectifs et pas qui contribuerait à tout ça, tu vois. Mais donc ça, c'est meuf, c'est pas femme. Tu vois, c'est toute la différence. T'es pas obligé d'être. Enfin, tu vois, il y a une transition. Non, mais tu vois la distinction. Si t'es Paul Dena et que tu rencontres une femme mature qui te soutient dans tes objectifs, tu vois. Oui, je comprends. Forcément, au premier date, tu parles de tes objectifs. Ouais. Ça parle à la nana et elle croit en toi. C'est quelqu'un qui va investir avec toi. Et tu vois, par exemple, son début de vidéo, c'est j'ai pas eu le temps de faire la lessive, ce genre de truc. Alors, je suis pas du tout le mec qui va dire femme vaisselle ou quoi, mais ça aiderait, tu vois. C'est des petites tâches que ce genre de femme ferait avec grand plaisir parce que c'est un investissement dans la relation. Vice versa. Encore une fois, là, elle a un objectif et que tu dis bon voilà, je sais que maintenant elle doit vraiment étudier, j'en sais rien, elle doit passer un truc au barreau et tu dis ok moi je vais lui faire à manger, je vais faire attention pour que la maison soit bien, etc. C'est pas du tout sexy, c'est juste dire voilà, on appuie l'autre personne au moment où c'est nécessaire parce qu'on sait que c'est nécessaire. Tu vois. Et le meilleur exemple pour moi c'est Connor, quand même. Connor, c'est impressionnant. Bon, je parle pas de la fin de carrière, je parle surtout du début. L'appui qu'il a eu moi vraiment ça m'émeut quoi. Moi quand je vois ça, je me dis waouh, c'est incroyable parce que elle était vraiment là, Day One. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. On le sait avec Messi et d'autres personnes. Enfin, c'est trop beau. C'est vraiment super beau. Donc, ouais. Je crois que c'est. Vas-y, dis-moi. Pardon. Non, et j'allais dire, voilà, ce sont des nanas qui ont investi, qui ont vu un potentiel dans ce gars-là et qui sont restées dans les moments durs parce qu'elles croyaient autant que Connor, par exemple, pour prendre l'exemple de Dee Devlin, c'est comme ça qu'elle s'appelle. J'ai oublié. Mais j'ai vu des vidéos. Elle y croyait. Quand ils vivaient dans une voiture ensemble, elle y croyait. Ils avaient tous les deux cette vision. Dans 5 ans, on est dans une villa. Et c'est arrivé. Donc, je pense honnêtement que, tu vois, quand il dit, je comprends pas comment on est, en fait, justement, c'est juste que si tu tombes sur la bonne, ça va te faire gagner du temps. C'est ça. Ça va te permettre justement de délivrer encore plus ton potentiel. Donc voilà. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai trouvé ça important quand même de rebondir là-dessus parce que c'est important de pouvoir faire cette distinction et d'y croire parce que, comme tu l'as dit, les relations, c'est super important. Une relation amoureuse, c'est la personne avec laquelle tu passes tous les jours et le plus de temps. Et c'est important de comprendre ça, que tu dois avoir équilibre, de nouveau, un bon équilibre. À un moment, c'est elle qui va te supporter dans ton projet. Et puis à un moment, c'est peut-être toi qui vas la supporter dans un projet. Et c'est pour ça, c'est bien que tu le dises parce que je voulais un peu nuancer en disant, ouais, je suis en train de prendre un exemple un peu sexiste, mais la réalité c'est que moi chez moi je cuisine tous les jours, je fais la vaisselle moi-même, je sors les poubelles, enfin voilà, il y a une répartition des tâches, donc je suis pas du tout un macho et je voulais je voulais insister là-dessus aussi. C'était juste un exemple parce qu'il dit ouais, j'ai pas de vêtements propres, j'ai pas encore mangé, il est 22 heures.
Mais si tu as une femme, une vraie qui croit en ton projet, ce sont Mais des par éléments contre, sur là où lesquels je elle te va t'aider. rejoins, enfin, ce que je peux comprendre, c'est imagine, voilà, tu vois une femme qui est bien, qui est cadrée, qui a aussi ses objectifs, qui veut avancer et que tu dis, bon, bah voilà, moi, voici mes objectifs. C'est compliqué déjà de comprendre le monde du MMA et de déjà expliquer que c'est pas un truc comme elle se l'imagine de gladiateurs qui se mettent dessus sans aucune règle, etc. Tu vois. Et en plus de ça, tu vois, si tu dis déjà quand tu dis je veux être footballeur, bah c'est déjà te mettre dans une case. Mais en plus footballeur, rien qu'en Belgique, si tu prends les personnes qui peuvent en vivre eh bien, tu vas prendre 400 personnes en D1, 400 personnes en D2 et ça te fait 800 personnes rien qu'en Belgique. Il y a combien en Belgique de gars qui vivent du MMA? Vraiment vivre. Je parle de vivre, genre pas, voilà, je suis coach, n'importe. Je parle juste de comme combattant. Il y en a pas beaucoup, tu vois. Donc c'est tellement compliqué de se dire non seulement je vais choisir un sport qui va être très compliqué tant d'un point de vue physique, mental, effort, abnégation, tout ce que tu veux, ça va être très très compliqué. Pendant une grande partie, même si je suis en D2 ou D1 belge, je vais pas beaucoup gagner. Je vais juste gagner dans le top. C'est même pire que le tennis, tu vois. C'est pire que le tennis. Le tennis, c'est peut-être le top 100 mondial qui gagne vraiment bien. Et encore. Mais il y a combien qui gagnent vraiment bien en MMA? Ouais, et puis c'est vrai que ta carrière, elle est éphémère. Ça, on l'oublie souvent quand on parle de finances chez les sportifs. C'est que quand tu prends ta retraite, faut trouver un autre taf, tu vois. Et ton CV, il est pas extraordinaire. Donc, il faut retrouver limite un autre taf dans le sport. Mais quand tu es au foot, tu as 16 équipes en D1 fois 11 joueurs titulaires par équipe fois voilà, il y a peu de place après qui reste. Mais ouais, je suis d'accord, il y en a peu qui vont avoir cette vision-là, mais certaines existent. C'est ça. Bah en tout cas, je crois que c'est une bonne manière de terminer tout ça. D'ailleurs, je crois que vous avez remarqué, on a commencé le podcast, il faisait jour. Maintenant, il fait nuit. On a tout essayé pour pouvoir terminer ce podcast. Je crois que c'est une bonne manière de le finir. On a tout fait. Parce qu'on s'était dit non, attends, on n'a pas parlé autant pour laisser tomber. Et en plus, on était quand même fiers de parler de ce sujet parce qu'on trouvait qu'il était différent. Je l'ai pas encore vu aborder, donc je suis trop content de l'avoir fait. Si vous avez d'autres idées de choses que vous aimeriez bien desquelles on pourrait parler, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Tu sais quoi, tu m'as donné une idée, donc j'ai la balancée ici oralement et les gens qui sont encore connectés à cette minute-ci de la vidéo, ça veut dire qu'ils sont super intéressés par ce genre de sujet. Moi, très souvent, ça m'arrive, grand passionné de MMA que je suis, que quand je lis un livre ou quand je regarde un TED Talk ou quand je sais pas, je regarde un séminaire ou un truc comme ça, je fais des liens entre ce que la personne dit et le MMA. Ouais. Et je pense que ça peut être pas mal, ça, justement. Si des gens ont déjà eu ça, ils ont regardé un TED Talk ou ils ont lu un livre en particulier et ils ont fait plein de liens avec le MMA, ça peut être des sujets qui peuvent être assez intéressants. Super intéressant. Ouais, moi, c'est ceux qu'on a mentionnés. Vraiment, je vous les recommande. Je sais pas si on pourra peut-être les mettre en commentaire ou un truc comme ça. Ouais, je les mettrai dans la description. Parce qu'il y a... Donc, on a parlé de celui avec les 20 heures. Ouais. Et le deuxième dont tu as parlé, c'est les 8 piliers du bonheur. En fait, il y en a 3. Ordonnés par importance. Donc, il y en a un, c'est un petit garçon qui parle des 8 piliers, ceux qui veulent avoir les autres, comme ça, ils l'auront. Et il y a aussi un gars qui est la plus longue étude sur le bonheur. Donc, ça a duré 100 ans et ils disent les éléments déterminants et c'est justement les personnes. Mais il l'explique vraiment bien. Et parmi ceux-là, juste pour vous teaser un peu le TED, la personne c'est une analyse qui s'est faite sur différents directeurs parce qu'ils sont morts, vu que ça a duré plus de 100 ans, cette étude. Et en fait, ils ont même pris des personnes qui étaient des quartiers pauvres de Boston. Maintenant, Boston n'est plus très pauvre, mais à l'époque, ils ont pris des quartiers pauvres. Et parmi toutes les personnes qu'ils ont étudiées, je crois que depuis leur naissance jusqu'à leur mort, bon, il y en a qui sont encore en vie, bien sûr, il y a eu un président des États-Unis. Donc, incroyable, vraiment, vraiment incroyable. Et ils expliquent qu'est-ce qui crée la stabilité, la paix, le bonheur, enfin tout ça dans la vie. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant. Et je crois que pour tous ceux qui se sentent seuls, ceux qui l'ont déjà expérimenté, de se dire, voilà, moi, je suis en train de me tuer, je suis en train d'essayer de faire quelque chose, je crois en un rêve et je suis tout seul. Je crois que ça vaut la peine de regarder ça pour pouvoir comprendre un peu. Ouais. Je vais essayer de motiver la personne qui fait ça. Si tu es tout seul en train d'essayer de tenir un gros objectif, sache que quand tu vas l'atteindre, tu seras toujours tout seul. Vas-y, non, dis pas ça. Mais c'est vrai. Non, mais il y en a plein. Non, mais c'est vrai, il y en a plein qui le disent. Hormozy, Joe Rogan, ils disent, au sommet, t'es tout seul. Ouais. Donc, si t'es en train de te mettre une vie solitaire pour arriver au sommet, mec, sache qu'au sommet, t'es tout seul aussi. Non, je sais pas, c'est parce que regarde, il y a un autre dicton qui disait, regarde combien de messages tu reçois quand tu as une victoire avec un combat qui est un combat important, et puis quand t'as une défaite, regarde le nombre de messages que tu reçois aussi, tu vois. C'est pas pareil.
Ouais, mais l'important, c'est la qualité des messages. Tu viens de dire qualité de relation. Quand tu Ah, reçois c'est des ça, messages, quand tu as gagné, c'est peut-être des gratteurs, tu vois. c'est ça. C'est souvent des gratteurs. T'as gagné au loto, va voir les gens qui t'ont plus parlé depuis 5 ans qui vont te recontacter en disant j'ai besoin de 7000 balles là. Tiens. Voilà. Bah, du coup, Bon, on a fini en rigolant, on a commencé en rigolant. n'oubliez pas le on a bien like, rigolé. de Mais c'était rapidement, sérieux, c'était n'oubliez sérieux. pas de suivre et de mettre des likes. Et franchement, je serais très curieux de voir si vous avez un sujet, le voir en commentaire. Voilà, voilà. Let's À go. bientôt. Merci les gars. Ciao, ciao.